Salutations et bienvenue à tous pour ce Donc Voilà Quoi numéro 5. Aujourd'hui, on va parler, sans doute pour une première et sans doute pas pour la dernière fois, de la Kalachnikov. Deux questions m'ont été posées, donc je les ai regroupées. J'essaierai de faire ça souvent, ça permettra d'éviter de trop se répéter et on va dire de prendre une question et d'élargir un petit peu le champ de la question, ce qui est toujours intéressant à mon sens. La première a été posée par Yacine BXL-SE4E, on va dire Yacine, bonjour à toi Yacine, et la seconde par un certain Thomas de la chaîne Le Feu aux Poudres. Alors la première parle, on va dire, de la différence qu'il y a entre un VZ58 et une AKM, et enfin une AKM et une Kalachnikov de manière générale. Alors pourquoi je dis AKM? Parce qu'AKM c'est 1959 et que VZ58 c'est 58, donc effectivement les dates sont très proches et on va en parler. Et la deuxième, et Thomas me demande est-ce que l'AK12 est une évolution pertinente de la plateforme AK? Donc je vais traiter la première, celle de Yacine, et ensuite donc celle de Thomas. Alors, VZ58, Kalachnikov, les points communs, c'est pas compliqué, il y en a un seul, dans l'absolu, c'est la munition. Alors, je dis ça, j'exagère un peu le trait, il y a l'organisation des organes de visée qui est la même. On va retrouver une hausse installée donc sur un cran de mire pardon, qui est installé sur une hausse tangentielle graduée par 100 mètres à 100 mètres jusqu'à 800 mètres, avec une hausse de combat qui est de 300 mètres située sur l'arrière. Mais c'est tout. Les chargeurs ne sont pas interchangeables, la mécanique n'a strictement rien à voir. Pour la faire courte, une Kalachnikov, que ce soit une AK-47, une AKM, une AK-74, on parlera de la production après, c'est un piston attelé au transporteur de culasse avec un verrouillage rotatif à deux tenants en tête et une mise à feu qui est réalisée par un chien circulaire. Vous allez comprendre pourquoi j'ai circulaire. Un VZ58, c'est une arme qui fonctionne avec donc un système d'empreinte gaz avec un piston non attelé dont la course est courte, vu qu'il y a des pistons non attelés courtes et longues. Pour ceux qui s'intéressent, je vous renvoie au guide pratique des armes à feu qui est toujours là, je ne l'ai pas rangé par rapport à la dernière vidéo. Voilà. Et donc on a un verrouillage ascensionnel par le biais d'un verrou mobile qui est calqué sur celui du P38. Et on a un système de mise à feu qui se fait vers un chien que je vais qualifier de linéaire. On a vraiment des choses très différentes. Petit insert en post-production parce que je ne suis pas très satisfait de ma description des commandes des deux armes. Donc je le refais ici et je vais mettre une illustration de chaque arme pour qu'on voit bien la différence. Au niveau du sélecteur de tir, on a quelque chose de très différent. On a un grand levier hérité de la Remington numéro 8 sur l'AK et on a un sélecteur relativement classique sur le flanc droit sur le VZ58. Le crochet de chargeur se ressemble un petit peu mais il est déporté sur le côté gauche pour le VZ58. Par contre, on a un arrêteur de culasse sur le VZ58 qu'on n'a pas sur une AK, tout simplement parce que le VZ58 est prévu pour être alimenté directement, en plus de son alimentation par boîtier chargeur interchangeable, par une lame chargeur de 10 coups, disposition qui n'existe pas sur l'AK, sur l'arme même, hein, voilà, ça n'existe pas. Donc on a un arrêteur de culasse qui est lié à ça, et donc en fin de compte, quand on regarde, finalement, clairement, on n'est pas du tout sur une copie de l'une ou de l'autre. On a des organisations où on va avoir des petites similitudes comme les organes de visée. La grosse similitude, ce sont les organes de visée comme déjà exposé. Donc voilà, mais donc c'est quand même au niveau de l'organisation des armes relativement différentes. Et oui, ici bien sûr pour les similitudes, parce que sinon il y a forcément quelqu'un qui va troller dans les commentaires. Oui, il y a une queue de détente pour déclencher le tir. Donc la fabrication est relativement différente. Bon, déjà les pièces sont pas interchangeables, sont pas les mêmes, donc c'est pas fabriqué de la même manière. Et la Kalachnikov, euh, initialement, elle est prévue pour être fabriquée à partir de, on va dire, principalement sa carcasse d'une pièce de tôle emboutie. C'est quelque chose qu'ils ne vont pas réussir à faire immédiatement, donc ils vont avoir une première phase qu'on appelle les AK de type 1, qui va être produit jusqu'en 1951, qui donnera pas satisfaction, et qui laissera la place à l'AK type 2 puis type 3, qui sont usinés. Alors on parle du boîtier de culasse, donc il y a un lingot d'acier qui est forgé, qui est ensuite mis sur une fraiseuse, et on va retirer les parties. Ça coûte cher, ça fait des pièces lourdes. On va y revenir parce que on va voir que le VZ58 casse un petit peu un mythe à ce sujet. Voilà, mais surtout, c'est long à fabriquer et c'est coûteux, ça fait beaucoup de rebuts. C'est bien moins intéressant que la tôle emboutie. Donc les Russes continueront dans leur projet de tôle emboutie, qui verra le jour en 1959 avec l'AKM. Les Russes ne se contenteront pas de faire une AK. Alors, on va dire AK-47 on va dire par praticité bien souvent, mais en fait le terme réglementaire c'est AK, c'est Avtomat Kalashnikova. Donc c'est simplement ça. Mais donc du coup après ça deviendra AKM, et au passage de l'AKM ils vont pas changer que la tôle emboutie, ils vont changer quasiment toutes les pièces de l'arme pour faire une arme plus facile à produire,
qui soit mieux maîtrisable au tir. On va le voir notamment par le biais de la pente de crosse. Il y a un article sur le comportement des armes au tir sur LA Publication. En fait, il y en a 2. Je les mettrai en description. Voilà. Donc simplifier la production. Et on va retrouver cette même volonté avec en 1974 l'AK-74 qui va être, on va dire, c'est pas une AKM en 5,45, c'est une nouvelle arme très très ressemblante à l'AKM, mais une fois encore, la plupart des pièces ne sont pas interchangeables et on va toujours avoir les mêmes obsessions, faciliter la maîtrise du tir. Et on va dire faciliter la production de l'arme tout en l'allégeant. Voilà, donc avec la K74. Donc voilà, ça c'était pour la première question concernant le VZ58. Donc le VZ58 est très différent. La fabrication, c'est usiné, voilà. Et par contre, là où le VZ58 est très très fort, c'est que le VZ58, malgré le fait qu'il soit avec une carcasse usinée, fait tout simplement partie des fusils d'assaut les plus légers que j'ai rencontrés à ce jour. Et je vais vous donner le poids après cette petite pause. Alors, me revoilà avec mon fichier Excel où je l'ai donné. Donc là, les données que je vais vous donner sur les masses ne sont pas des données qui sont prélevées sur Internet, ce sont des données que j'ai réalisées moi-même, donc en pesant les armes, et je précise bien que je pèse des armes réglementaires, ce ne sont pas des variantes civiles, ce sont des productions réglementaires dans tous les cas. La première, c'est l'AK-47, je vous ferai un petit tableau avec le condensé. 3,945 kg avec le chargeur précoce. Le chargeur précoce, c'est le chargeur qui est lisse, voilà, sur la Kalachnikov, que les Américains appellent slab side. Donc c'est une AK hongroise que j'avais pesée et qui est donc type 3, trait pour trait, avec celle des soviétiques. Je n'ai pas pesé de type 1 ni de type 2 parce que tout simplement je n'ai pas eu accès à ces matériels-là pour faire les peser. Type 2, j'en ai déjà eu dans les mains, par contre type 1, j'en ai même jamais eu dans les mains. AKM, 1959, avec un chargeur acier nervuré. Là, on passe à 3,656 kg. Voilà. AK-74. Alors oui, si on reste sur l'AKM, il faut préciser, vu qu'au début des années 60, les soviétiques mettent en service les chargeurs avec le chargeur AG4, c'est-à-dire avec ce qui ressemble à de la bakélite. Là, on passe à 3,584 kg. Donc on est un petit peu plus léger. L'AK-74, on est à 3,406 kg. Le VZ58 qui est usiné, il est à 3,148 kg avec sa version en crosse bois bakélisé. Je précise bien, c'est pas la version crosse pliante que j'ai pesée. J'ai comparé à chaque fois des armes avec leur version à crosse fixe. 3,148 kg. Et là, on va casser un mythe. Le M16A1, celui de la guerre du Vietnam, il fait 3,415 kg. C'est-à-dire, en fin de compte, il est même plus lourd qu'une AK-74 avec son chargeur, avec un chargeur de 20 coups. Et avec un chargeur de 30 coups, il passe à 3,447 kg. Voilà. Et je répète, le plus lourd, c'est le plus léger, pardon, c'est le VZ58, alors la carcasse est usinée. Une fois de plus, méfiez-vous des gens sur Internet qui vous disent les poids et compagnie de ça. Posez-vous la question de est-ce qu'ils l'ont pesé ou est-ce qu'ils sont en train de répéter un poncif qu'ils entendent, qui est répété depuis des années, parfois pour des raisons de propagande. Moi, je ne suis pas en train de vous parler de propagande là. Je suis en train de vous parler de données techniques. Une fois n'est pas coutume, un petit ajout en post-production, juste pour préciser une chose quand vous réfléchissez sur la masse des armes. Bien penser que, par exemple, dans le cas du M16A1, on a un canon qui fait 20 pouces, c'est-à-dire environ 50 cm. La Kalash, il est à 415 mm, donc il est quand même quasiment plus court de 10 cm. Et celui du VZ58 est encore plus court. Donc, bien évidemment, il faut tout comparer. Mais quand on va dire un petit peu à l'emporte-pièce, le M16, c'est plus léger que les autres. Là, on voit que c'est pas du tout le cas. Voilà. Donc, il y aurait tout un tas de choses à intégrer sur la réflexion globale de la comparaison des armes. Mais méfiez-vous même, quand les gens vont vous dire le M16 c'est plus léger, c'est pas nécessairement le cas. Voilà. Je suis en train de totalement hyper-produire cet épisode, chose que j'avais dit que je ne ferais pas. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, j'ai dépensé sans compter. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie VZ58 sur les aspects et fonctionnement technique. Il me parle également de la question de la fiabilité. Alors, la fiabilité, je ne peux pas me prévaloir de la fiabilité, d'un retour d'expérience direct de terrain sur l'AK et sur le VZ58. J'ai mes expériences temps de tir, j'ai tiré beaucoup de cartouches avec les deux. Sur des variantes militaires, je n'ai eu aucun problème, ni avec l'une, ni avec l'autre, avec des armes en bon état, bien entretenues, et de la munition, on va dire, de qualité. Qu'est-ce que j'appelle de qualité? Ça peut être de la munition de surplus ou ça peut être de la munition manufacturée. Et au niveau de la précision, clairement le VZ58 surclasse l'AK.
Par contre, ce qui m'avait été dit par un armurier qui revenait d'Afghanistan et qui était dans un fort avec des Tchèques, c'est que les Tchèques avaient quand même de la casse avec le VZ-58, notamment au niveau du système de mise à feu. Et je veux bien les croire parce que le système de mise à feu utilise des pièces qui sont de relativement faible taille. Et ça, à ma connaissance, ça va pas forcément très bien vieillir. Donc je suis pas choqué là-dessus. Et ensuite, sur le nettoyage, l'entretien, le VZ-58 de prime abord est plus simple à nettoyer et à entretenir parce qu'on a une très large accessibilité, c'est très agréable à démonter et c'est très agréable à entretenir. Il y a un défaut, faut percuter pour démonter comme un Glock. Pour un soldat, ça sera toujours un danger. Pas perdre de vue que le niveau d'instruction d'un soldat n'est pas forcément très élevé parce qu'on n'a pas forcément le temps de lui donner un niveau élevé. Et ensuite, ne pas oublier qu'un soldat va faire ça dans des situations où il est fatigué et stressé. Donc ça à prendre en compte. Par contre, quand on va faire le démontage fin de l'arme, c'est-à-dire qu'on va commencer à chercher à enlever extracteur et compagnie, le calage est finalement plus simple et plus à la portée d'un soldat, clairement. Voilà. Donc, ce que je peux dire sur l'entretien, la fiabilité, le tir par rapport à ces deux armes. Et donc, je vais élargir la question par rapport à la K12. La K12, je ne l'ai pas tirée, je l'ai eu en main, je l'ai démontée, j'ai pas fait un démontage hyper avancé de l'arme, ça me paraissait pas particulièrement pertinent. Alors, celle que j'ai eue, il y a... je crois, oui, il y a sur la K que j'ai eu, il y a un limitateur de rafale. Alors ça, je comprendrai jamais. Hein, voilà, bon, bref, que ce soit en Occident ou en Russie ou en Chine, je crois pas que les Chinois aient des limitateurs de rafale, mais c'est quelque chose que je comprends pas. Pour moi, c'est une complexification inutile de l'arme, clairement. Voilà. Qu'est-ce que je pense de la K12 ? Ben, je pense que la K74, c'était très bien. Quand j'ai eu la K12 en main, la première chose qui m'a choqué, c'est son poids. Elle, j'ai pas pu la peser, voilà. Mais clairement, on était en face d'une arme qui était lourde, en face d'une arme qui piquait du nez. Et on a une arme, je trouve, qui s'est occidentalisée par rapport à l'esprit de la K74, qui était une arme simple, rustique, mais rustique dans le bon sens du terme. Dans le sens du terme, je qualifie souvent en formation de agricole. Voilà, le matériel agricole est rustique, mais il doit être rustique parce qu'il doit être adapté à la mission agricole. Et c'est surtout pas une critique, c'est vraiment une qualité. Voilà. Et là donc on a l'apparition de rails Picatinny, de choses comme ça. On a une refonte du démontage de l'arme qui est justement liée à la présence des rails Picatinny, qui, moi, en fin de compte, ne me paraît pas justifié pour une arme réglementaire. C'est peut-être très séduisant sur le papier pour un tireur qui veut accessoiriser son arme, mais est-ce qu'un soldat de la régulière a vocation à accessoiriser son arme ? Je ne pense pas. L'accessoirisation de l'arme pour le soldat de la régulière, c'est les accessoires qui ont été choisis par l'institution, et à mon avis, on peut avoir des systèmes de montage propriétaire plus adapté aux besoins d'un soldat que des rails Picatinny de tous les côtés. Voilà. Donc c'est mon sentiment par rapport à la K12. Après, au niveau de la fiabilité, je vois pas, ou de la précision, je vois pas de raison de dégrader ni l'un ni l'autre. Au contraire, je pense qu'au niveau de la précision, il n'est pas impossible qu'on ait une amélioration de la précision et que l'augmentation du poids de l'arme soit un petit peu liée à un canon un poil plus étoffé. C'est pas impossible, parce que c'est le sentiment que j'ai eu quand je l'ai eu en main, mais je précise bien, je l'ai pas tiré et je n'ai pas eu le loisir, on va dire, de comparer côte à côte une AK-74 et une AK-12. Voilà, sachant qu'AK-12, AK-15 et AK-17, c'est que des histoires de calibre, hein. On parle de la même arme, hein. C'est 12, 5,45, 15, je vérifierai en post-production, 7,62-39 et 17, on est en 5,56, si ma mémoire est bonne. Ma mémoire est pas bonne, la variante en 5,56, c'est AK-19. Voilà. Donc moi je trouve cette arme, en fin de compte, je trouve qu'elle s'est occidentalisée, je pense qu'elle est probablement séduisante, on va dire, pour des unités spécialisées qui ont des besoins de polyvalence un peu plus grandes. Je ne suis pas convaincu qu'elle soit pertinente pour les besoins de la régulière par rapport à la K74, sachant que évidemment dès qu'on va augmenter du poids, ça va se faire au détriment d'autres choses dans l'équipement, et en tout cas au détriment du confort du soldat sur le terrain. Oui, un petit ajout en post-production, voilà, qui va devenir une marque de fabrique des vidéos de Nono. Donc pour dire que je comprends très bien que après la K74M, hein, donc qui est une évolution de la K74 sur lequel on a eu la généralisation d'une crosse pliante en matière synthétique confortable à tirer, ce qui n'était pas le cas des crosses pliantes des AK et des AKM, hein, les crosses qui se replient par le dessous, qui sont absolument abominables à tirer. Voilà, le problème avait été solutionné avec les AKS 74, mais il a été généralisé avec la K74M, et sur la K74M, l'autre chose qu'on a vu se généraliser, c'est la dotation d'un
rail latéral sur le côté gauche qui permet de monter un moyen de visée optique ou optronique. Voilà. Et donc je comprends bien que ce moyen de montage de la K74M, qui est absolument perfectible, qui fait le job sur une arme militaire très clairement, mais on va dire peut être considéré comme n'étant pas parfait par manque de rigidité. C'est une question de point de vue. Moi je pense qu'il était suffisant, mais je comprenne que pour améliorer la précision de l'arme et in fine par le biais de l'amélioration de la précision, l'amélioration de la probabilité d'atteinte, vu qu'en fin de compte ce qui est visé ici c'est bien l'amélioration de la probabilité d'atteinte, il y ait on va dire une recherche pour améliorer le mode de fixation du moyen optique ou optronique. Attention, sachant que quand je parle d'amélioration des probabilités d'atteinte par l'amélioration de la précision, on parle pour des tirs qui sont déjà un peu lointains, c'est-à-dire pour des tirs qui vont largement dépasser les 100 mètres. Voilà, parce que l'amélioration de la probabilité d'atteinte, elle n'est pas vraiment extrêmement dépendante de l'amélioration de la précision de l'arme. La précision n'est qu'une composante des probabilités d'atteinte, mais de façon assez contre-intuitive, c'est pas forcément celle qui est majeure. Maintenant, je pense que ici il y a un fourvoiement. Je ne pense pas que le rail Picatinny soit spécialement adapté pour une arme de diffusion généralisée à l'armée régulière. C'est tout simplement ça mon propos. Je pense qu'il faut des montages plus rustiques, moins anti-ergonomiques, parce qu'un rail Picatinny, c'est horriblement, c'est très peu ergonomique en fin de compte. Ça rend des arêtes qui sont saillantes et qui accrochent partout sur l'arme. C'est pas ce qu'on va demander à une arme de guerre pour l'infanterie régulière. Voilà. Par contre, pour des tireurs sportifs, évidemment, il n'y a pas du tout les mêmes contraintes. Et ensuite, pour les unités spécialisées, on peut avoir des armes d'une complexité un petit peu supérieure pour un besoin de polyvalence un peu supérieur. Mais ce sont des besoins spécifiques. Ce ne sont pas les besoins du soldat commun qui, je le rappelle, n'est pas nécessairement un soldat professionnel et qui ne dispose pas nécessairement d'une grande formation. Donc je n'y crois pas trop. Et idem pour l'accessoirisation sur la partie avant de l'arme. Oui, bien sûr, il peut y avoir des besoins d'accessoirisation, qui une lampe, qui un laser pour, on va dire, les lasers, surtout pour l'utilisation avec des JVN, pour pouvoir tout simplement viser quand on va utiliser des jumelles de vision nocturne. Voilà, je peux comprendre. Mais une fois de plus, je ne suis pas convaincu que ces solutions, qui sont avant tout des solutions issues du marché civil américain, soient adaptées sur des armes de guerre. Donc, ça, je suis, voilà, et cette critique est valable sur la K12, mais bien évidemment, elle est valable sur les armes occidentales. Voilà. Et c'est pour ça que je regrette cette occidentalisation de la K12. Voilà un petit peu pour compléter mon propos sur les dérives de la K12. Et oui, bien évidemment, les montages de type M-Lock trouvent beaucoup plus grâce à mes yeux qu'un rail Picatinny, clairement. Et je profite de ce petit ajout en post-production pour compléter mon propos concernant l'ergonomie de l'arme. On va commencer par parler du sélecteur de tir. Je l'ai déjà évoqué, mais l'adjonction d'un limitateur de rafale de 2 coups, pour moi, est injustifiée. Ça va juste augmenter le coût de production de l'arme. Et ça va, en plus de ça, faire dépasser le sélecteur légèrement vers le bas. Donc d'un point de vue ergonomique, c'est pas terrible. Le sélecteur lui-même se voit adjoindre une patte supplémentaire sur sa partie inférieure qu'on voit sur la photo, qui pour moi est une verrue. Voilà, ça va dépasser sur le côté de l'arme, ça va s'accrocher, c'est vraiment pas terrible. Pour moi, c'est vraiment un gadget civil qui a été ajouté sur une arme militaire, je ne comprends pas. On va quitter le sélecteur pour parler des organes de visée. Il y a eu une évolution majeure. On est passé du cran de mire en position centrale sur l'arme vers un œilleton en position arrière, et je fais bien exprès de parler de la position du dispositif de visée parce que c'est en fait hyper important. J'ai beaucoup tiré les deux systèmes, des œilletons et des crans de mire. Pour le tir sur la cible, l'œilleton est plus flatteur, largement. Par contre, pour une utilisation militaire, moi je suis plutôt partisan du cran de mire. On a un effet tunnel qui est moins grand, on a une capacité d'observation par-dessus les organes de visée qui est donc meilleure, et on a généralement une meilleure capacité d'acquisition par des basses conditions de luminosité. C'est d'ailleurs pour ça quand vous regardez les organes de visée du G3, vous avez 3 œilletons et vous avez un cran de mire. Pourquoi ? Tout simplement pour les basses conditions de visibilité, parce qu'avec l'œilleton, ça devient compliqué. Alors pourquoi ils sont passés du cran de mire à l'œilleton ? Je pense pas que ce soit pour améliorer les résultats au tir,
ça n'améliorera certainement pas les probabilités d'atteinte. Je pense que c'est une question d'organisation de l'arme. C'est pour dégager la portion centrale de la ligne de visée pour permettre le montage d'optique et d'optronique. Et là, une fois de plus, je pense que c'est un mauvais calcul. Sincèrement, je ne pense pas que ça soit une bonne solution. Voilà. Et pour finir, on va parler de l'évolution des coûts de production de l'arme, qui a nécessairement augmenté par rapport à une AK-74. Et quand je parle de coûts de production, je parle bien de ce que ça va coûter en matière, en temps et en énergie. Je ne vais pas parler en argent, parce que je pense que tout le monde est d'accord pour bien comprendre que l'argent, le cours de la monnaie est quelque chose qui se manipule et qu'avec l'inflation et les choses comme ça, c'est une escroquerie. Une arme de guerre doit se considérer sur son temps de travail, l'énergie qu'elle consomme et sur la matière qu'elle consomme, voilà, sur sa production. C'est comme ça qu'on doit la considérer pour du matériel qui est vraiment destiné à la guerre. Voilà pour ce que je pouvais ajouter. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur l'évolution de l'AK-12. Voilà. Je vous remercie tous les deux de vos questions et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.